Ok, c'est parti pour notre dernier react. Petit react à Off Investigation, super chaîne YouTube et médias indépendants qu'on salue, où on va parler de Rodolphe Sadé. Rodolphe Sadé, c'est pas le milliardaire qui achète des médias le plus connu, mais il s'est illustré l'année dernière, je crois, ou en début d'année, je sais plus exactement, en rachetant BFM TV tout simplement. C'est le nouveau proprio. Donc on est habitué à Bolloré, le milliardaire d'extrême droite qui rachète des médias pour faire de la propagande. On est habitué à Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire d'extrême droite qui rachète des médias pour faire de la propagande. Mais on parle un petit peu moins de Rodolphe Sadé, qui n'est autre que le propriétaire de CMA-CGM. C'est lui, c'est bien lui. C'est un des deux, je connais même pas sa tête, c'est pour vous dire. On parle un peu moins de Rodolphe Sadé, le propriétaire de CMA-CGM, qui est une entreprise d'armateurs, en mode qui gère des ports et des bateaux de marchandises, etc., etc. Oui, c'est le jeune, c'est bien ça, c'est le jeune, j'avais un doute. Donc c'est bien lui, Rodolphe Sadé. Et donc là où il y a beaucoup de milliardaires d'extrême droite, en ce moment, c'est un peu la mode qui rachète des médias pour faire de la propagande. Rodolphe Sadé, il semblerait que c'est plus un genre de macroniste, un méga fan de Macron, qui adore les super profits, quoi. Vous voyez ? Alors après, est-ce qu'être super fan de Macron en Big 2025, c'est pas déjà être un peu d'extrême droite ? Je vous pose la question. Voilà, donc on va regarder ça. Petit react. Fan de Trump aussi ? Ah, Trump, c'est clairement l'extrême droite, quoi. Bon, bah justement, on va voir ça. Petit portrait par Off Investigation de Rodolphe Sadé, le dernier milliardaire sur qui il faut avoir un œil dessus. Franchement, voilà, Bolloré, Stérin, c'est has-been, tout ça, c'est Rodolphe Sadé maintenant. Non, je plaisante, c'est absolument pas has-been, mais voilà. Petit portrait, petite enquête d'une quinzaine de minutes sur ce monsieur. C'est parti. À la mort de son père, Jacques, en 2018, Rodolphe Sadé hérite de la CMA-CGM, troisième groupe de transport maritime mondial. Voilà, donc c'est ce dont je parlais, je savais pas qu'il était troisième groupe de transport maritime mondial. C'est vraiment énorme. On avait déjà parlé des armateurs avec une autre boîte, je me souviens déjà plus comment elle s'appelle, où il y avait Alexis Collère, le bras droit de Macron pendant 7 ans, qui leur a fait des cadeaux fiscaux et qui a des procès au cul et des affaires au cul pour favoritisme, avec une autre entreprise, Naval Group. Non, MSC Croisière, c'était MSC Croisière, d'armateurs aussi. Voilà. Là, on parle de CMA-CGM. Comme quoi, les trucs d'armateurs et qui rachètent des médias ou qui s'acoquinent avec le pouvoir en place, c'est pas nouveau, c'est un truc assez classique. En même temps, voilà, les armateurs. Enfin, quand on regarde ça, là, tous ces conteneurs sur ces porte-conteneurs qui traversent l'Atlantique, le Pacifique pour amener de la marchandise d'un point A à un point B, on est au cœur de l'économie capitaliste mondialisée avec ça. Donc évidemment que les gens qui possèdent ces boîtes ont énormément de pouvoir et visent à s'en servir, notamment en rachetant des médias. Milliardaire philanthrope, il finance des opérations humanitaires, des cantines solidaires ou prête ses bateaux, comme récemment pour Mayotte. Je suis de ceux qui pensent que l'entreprise doit aller au-delà, qu'elle a un véritable rôle à jouer dans la société. Bah paye des impôts, ça peut être ton rôle ça. Financer l'état social, non ? Ça c'est un rôle qu'ils aiment pas. Premier employeur privé de Marseille, la CMA-CGM est aussi le principal sponsor de l'OM, le club de cœur d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a un gros logo CMA-CGM sur le maillot de l'OM à l'heure actuelle, la suite de la saison. Là, les footeux du chat, là j'en appelle aux amoureux du ballon rond, du chat. C'est bien ça, ouais, on est d'accord. Il y a un gros CMA-CGM dessus. Aïe, aïe, aïe. Comme ses amis oligarques, Sadé a intérêt à se faire bien voir du président, notamment pour continuer à bénéficier d'un incroyable avantage fiscal. On vous explique. Toujours des histoires de Vesky les impôts. Franchement, il n'y a rien d'autre qu'anime ces gens-là que Vesky les impôts. C'est vrai que c'est leur but dans la vie. Enfin non, leur but dans la vie, c'est de faire de la thune, et c'est le sens de leur métier, mais on sent qu'il y a de leur levier pour faire de la thune aux milliardaires et aux grands propriétaires capitalistes, c'est payer le moins d'impôts possible, quoi. Voilà. Après la crise Covid et le ralentissement des échanges internationaux, la reprise de 2021 va faire exploser les profits des transporteurs maritimes. Rien qu'entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires de CMA-CGM a presque doublé, ce qui a entraîné des bénéfices records. 16,4 milliards d'euros en 2021, plus de 23 milliards en 2022. Voilà, alors justement, quand on parlait de super profit, là, la fameuse annonce de sub sur ce live, c'est Bruno Le Maire qui fait « Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit ». Bah c'était vers là, c'était vers 2020, 2021. Ouais, ça doit être à peu près cette période-là. C'était pendant le premier mandat de Macron, je m'en souviens. Ouais, peut-être vers 2021. Et on a commencé à parler de super profit. On parle moins de super profit maintenant, parce que c'est à un moment donné où le chiffre d'affaires et le bénéfice et les dividendes versés de toutes les multinationales françaises ont fait ultra rapidement. Et CMA-CGM, il me semble que c'était le gain, l'augmentation du CA la plus spectaculaire de toute cette période. À un moment donné, c'était les records du chiffre d'affaires ou du bénéfice, je sais plus exactement, de toutes les boîtes du CAC 40, quoi. Donc CMA-CGM, c'est un immense morceau. Voilà.
Ces super profits de Rodolphe Saadé. Oh non, ce pas lui. député Oh non, pas lui. Pas lui. Oh non, je voulais voir des solides gauchistes là qui disent les termes. Ils nous mettent Philippe Brun du PS, aile droite du PS. Oh non, pas lui. PS les a analysés. Au moment où le déconfinement s'est lancé, il y a eu un très très grand besoin en fait de transport maritime et finalement très peu d'armateurs pour l'assurer. Si bien que le prix du container a explosé. Donc il était en moyenne à peu près de 2 000 € le container et on est passé à 20 000 €. Donc c'est x10. Et donc ça a fait exploser les profits de toute cette industrie de l'affrètement. C'est tout, on va le revoir ou pas? Putain, on va le revoir tout du long ou quoi? Bon, on va le revoir un peu. Bon, bah là, ce qu'il a dit... Oui, effectivement. Bon, ça va, il est pas en train de... Ok, d'accord. Problème, depuis 2004, les compagnies de fret maritime ne sont plus taxées sur leurs profits, mais au tonnage, sur le volume des marchandises transportées. Très pénalisant pour l'État, ce cadeau fiscal avait été décidé par un ministre des Transports chiracien, Dominique Bussereau. Après avoir fait gagner des milliards à CMA-CGM, il avait été se mettre au service de CMA-CGM. Bonjour, le conflit d'intérêts. Ah ouais. Exactement comme Alexis Collère et MSC. Hein. Exactement. Sachant qu'il y a des membres de sa famille au conseil d'administration. Il y a des membres de la famille d'Alexis Collère qui sont dans MSC. Et Alexis Collère, avant d'être le bras droit de Macron, le secrétaire général de l'Élysée pendant 8 ans, hein, je crois, il bossait lui-même au service économique de CMA-CGM. Quoi. Voilà, c'est ses cousins. Et je veux dire, là, c'est un peu pareil, quoi. Des collusions publiques-privées entre des gens qui, au pouvoir, favorisent des boîtes pour après aller se faire pantoufler dedans. Ou l'inverse, c'était plus l'inverse avec Alexis Collère. Je veux dire, c'est le cas pour CMA-CGM, c'est le cas pour MSC, quoi. Je veux dire, les armateurs, c'est tellement un filon gigantesque qu'on voit particulièrement beaucoup de connivence publique-privée en ce qui concerne les armateurs, quoi. D'autant qu'en 2022, Philippe Brun va découvrir que le cadeau fiscal décidé sous Bussereau était colossal. Sur ces 45 milliards de profits réalisés par CMA-CGM entre 2020 et 2023, Saadé n'a payé que 2,7% d'impôts. Comparé aux 25% que les entreprises payent normalement, c'est un immense manque à gagner pour l'État. Alors là, on parle des profits. Hein. Là, c'est pas en mode « Non, mais c'est de l'argent imaginaire, c'est la valorisation de son capital de... » Non. Il y a eu 45 milliards de profits en 3 ans. Ça, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui a été récupéré par la boîte. Le profit, c'est que tu prends tout le chiffre d'affaires, t'enlèves les coûts. Donc les salaires, le matériel acheté, etc. Quoi. 45 milliards de profits, ça fait 15 milliards de profits par an. Donc ça, c'est pas du faux argent de je sais pas quoi, comme il parle avec la taxe Zuckman. Hein. Ça, c'est vraiment les profits. Il a payé 2,7% d'impôt dessus. Alors que normalement, c'est 25% d'impôt sur les sociétés. N'importe quel chef de petite entreprise en France, il paye ses 25% d'IS, point à la ligne. 2,7% d'impôt, c'est rien, surtout pour un impôt sur les sociétés. Le montage fiscal derrière, il devait être énervé, quoi. Énervé. Alors après, c'est pour être... Les Français n'ont rien compris. C'est juste pour être compétitifs à l'international. Ils ne veulent pas comprendre. Oui, allez, c'est ça, c'est bon. 2022, alors que le déficit public atteint 125 milliards d'euros et qu'avec plus de 23 milliards d'euros de profit, CMA-CGM est l'entreprise la plus rentable du CAC 40. 23 milliards de profit pour une entreprise en 1 an, c'est gigantesque. Une entreprise. Donc on rappelle que cette fameuse taxe Zuckman là, il y a tous les milliardaires et le MEDEF qui arrivent et qui font oh, c'est pas possible, c'est le communisme. Ça va rapporter, selon Gabriel Zuckman et compagnie, ça pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an à l'État. Tu prends une entreprise française, leur profit en une année en 2022, c'est déjà assez largement plus que ce que pourrait rapporter la taxe Zuckman, quoi. Ça donne un peu une échelle des grandeurs pour voir à quel point les milliardaires se foutent de notre gueule, quoi. Notre député va tenter de convaincre le Parlement d'imposer davantage les super-profits. Vous voyez bien qu'il y avait en cours un dérapage des comptes publics. Donc pour trouver d'autres recettes, mon idée en 2022, c'était de dire il faut mettre à contribution toutes les entreprises qui réalisent des super profits en raison de la crise, et CMA-CGM en était une. À l'époque, même Léa Salamé va demander à Rodolphe Saadé s'il ne devrait pas payer un peu plus d'impôts. C'est quoi ce ralenti? Ils ont mis un ralenti exprès là. Même Léa Salamé, elle trouve que c'est abusé l'optimisation fiscale qu'ils ont fait, quoi. Là, on a Philippe Brun et Léa Salamé qui sont en mode genre ouais, il faut taxer les riches. Ça veut montrer 2 choses. Ça signifie 2 choses. Premièrement, vraiment, Rodolphe Saadé et CMA-CGM, ils abusent de fous furieux, premièrement. Deuxièmement,
Il n'y a pas besoin d'être un communiste révolutionnaire, il n'y a pas besoin d'être un gros gauchiste en tout cas, pour commencer à dire « Ah oui, quand même, il faut taxer les riches. Hein. » C'est un truc extrêmement consensuel et qui n'est pas si radical que ça. Vos profits. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Merci Spao de venir illustrer, alors justement qu'on parlait de super profit, avec cette alerte de sub, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Merci pour ton prime, merci beaucoup. Un peu plus d'impôts. Vos profits, en tout cas, ont explosé ces 2 dernières années. Je le disais, vous avez fait des profits supérieurs à Total et LVMH avec un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars prévu pour 2022. C'est colossal. Donc 75 milliards de chiffre d'affaires, 25 milliards de bénéfices. Ça fait un beau ratio. Hein. Ça fait un beau ratio. C'est dû pour vous, non pas à la guerre en Ukraine, comme pour Total, mais à la reprise post-Covid. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de tout l'argent qu'ils ont généré en un an, un tiers, c'est du bénéfice net. Enfin, pas net, mais c'est du bénéfice. C'est beaucoup, hein. Beau bilan comptable, hein, bravo messieurs. Qui a fait flamber les prix des transports de marchandises. Alors, à profit exceptionnel, taxe exceptionnelle, ne faudrait-il pas, par souci de justice, payer cette taxe exceptionnelle, ces dividendes exceptionnels ou cette taxe sur les dividendes exceptionnels? Est-ce qu'il ne faut pas faire d'efforts? Ce qui est important à souligner, Léa Salamé, c'est que nous sommes ni responsables ni bénéficiaires de cette inflation. Nous prenons des mesures depuis maintenant plusieurs mois pour aider au pouvoir d'achat des Français en réduisant les tarifs de fret. Aujourd'hui, si on regarde, Réduisant les tarifs de fret, vous êtes fait quand même un beau billet sur l'année 2022, quoi. Je pense que vous aurez pu réduire encore plus les tarifs de fret, faire un peu moins de bénéfices pour aider les Français. Ou alors, payer plus d'impôts pour aider les Français. C'est votre foutage de gueule, là. Il arrive et sur ces éléments de langage. Oh là là. plus haut de la crise du Covid, le tarif de fret sur une paire de baskets représentait 1 euro. Et maintenant que les tarifs de fret ont beaucoup baissé, cette différence n'est plus que de 30 centimes sur une paire de baskets. Ah bah merci, heureusement que t'es là. Bravo, on dit tous merci Rodolphe. Merci Rodolphe. Merci beaucoup. Ah, heureusement qu'il est là, notre bienfaiteur. Sans ça, les baskets coûteraient plus cher. N'empêche, si Saadé avait payé 25% d'impôts sur les bénéfices, comme les autres Ça aurait fait beaucoup, hein. Ça aurait fait un quart, donc 22,5. Ça aurait fait à peu près 11 milliards d'euros, hein. 11,25. entreprises françaises, c'est plus de 11 milliards d'euros supplémentaires qui seraient entrés dans les caisses de l'État entre 2020 et 2023. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. 11 milliards pour une entreprise. Donc rappelle que là, le plan Bayrou, qui était un plan d'austérité vénère, visait à économiser 44 milliards. Voilà. Économiser 44 milliards. Donc économiser, ça peut être en réduction de dépenses ou en rentrée fiscale supplémentaire. Donc déjà, ça aurait été 25% des efforts qu'a voulu faire Bayrou, il s'est fait censurer pour ça. 25%. C'est énorme, 11 milliards d'euros. Pour une entreprise, c'est gigantesque. Et ça, c'est juste s'il avait payé son impôt sur les sociétés. Hein. Il y aurait 11 milliards, qui est un quart à lui tout seul de l'effort que Bayrou voulait faire, quoi. La réforme de la retraite, c'était pour économiser 10 milliards. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui, c'était des ordres de grandeur comme ça, quoi. C'est abusé. Alors après, c'est l'année avec le meilleur résultat ever de CMA-CGM. Ils ont fait un peu moins de bénéfices sur les derniers exercices comptables. Mais genre quand même, s'ils payaient normalement ses impôts, Rodolphe Sadé et CMA-CGM, rien qu'un impôt sur les sociétés, ça ferait rentrer plusieurs milliards par an qu'ils ne le payent pas. Fin 2022, quand Philippe Brun tente d'abolir la niche fiscale Bussereau, il va faire face à une incroyable campagne de lobbying. On est allé... Alors, vraiment, le docu est super, mais du coup, le héros de cette histoire, c'est le détestable Philippe Brun, quoi. Donc c'est un peu énervant. Après, bon, bref. Interroger mes proches, faire pression sur des gens que je connais. On est même allé essayer de mobiliser un certain nombre de figures du Parti Socialiste pour faire pression sur mon amendement. Je crois qu'il y a un certain nombre de méthodes qui ne sont pas acceptables. Il n'y a pas que ça. Il y a à la fois le lobbying politique et puis aussi le lobbying intellectuel. C'est pas le pire Brun. C'est pas le meilleur non plus au PS. Hein. On sait qu'il y a un certain nombre de soi-disant économistes qui ont été payés pour écrire des tribunes de complaisance pour dire que le régime de taxe au tonnage était formidable. Entre 2019 et 2023, Saadé aurait dépensé près de 2,5 millions d'euros pour dissuader les macronistes de le taxer comme les autres entreprises françaises. Le mafioso, quoi. Et ça marche. Alors qu'une taxe sur les superprofits rapporterait au moins 10 à 20 milliards d'euros par an, selon l'Oxfam, pour récupérer une partie de ces milliards, Macron choisira plutôt de faire bosser les vieux encore plus vieux en retardant le départ à la retraite à 64 ans. Tout un Ok, donc c'est entre 8 et 17 milliards. Ah, on parlait de 10 milliards tout à l'heure sur le chat. Milliards. Ok, ouais. symbole. Bon, rien de très nouveau là-dessus. Hein. Simplement, là où on parlait de taxes sur les super profits et tout, il y a 2-3 ans, il y a 3 ans, c'était à peu près la méta.
C'est en mode il faut taxer les super profits des multinationales. Là, on parle un peu de la même chose, toujours ces histoires de fiscalité, des méga riches qui sont de plus en plus pétés d'oseille, qui payent de moins en moins d'impôts proportionnellement. Là, c'est plus la taxe sur les super profits, c'est à travers la taxe Zuckman dont on parle de ça. Mais voilà, en quelques années, la séquence a un petit peu changé, mais le fond du sujet est le même, quoi. C'est-à-dire l'État bourgeois de Macron est directement au service des milliardaires qui essayent d'échapper à l'impôt le plus possible quoi qu'il arrive. À compter de 2023, grâce à ses super profits peu taxés, Rodolphe Saadé va investir massivement dans la presse. Rachat de la Provence, de la Tribune, création de la Tribune Dimanche pour concurrencer le JDD de Vincent Bolloré. Saadé est partout. Et au fil des mois, il va multiplier les unes complaisantes pour le président qui protège ses super profits. En 2024, en rachetant BFM TV et RMC à Patrick Drahi pour 1,5 milliard d'euros, Saadé devient encore plus influent. C'est que BFM, quoi, c'est vraiment un gros morceau dans les chaînes d'infos en continu françaises. BFM TV, c'est vraiment l'incontournable. Alors après, ils sont limite fait un peu dépassés par CNews dernièrement, puis aussi France Info, le service public, et puis il y a LCI. Mais BFM, historiquement, c'est un peu la chaîne d'infos en continu en France, quoi. Et hop là, avec ses bénéfices juteux. Donc déjà, si on taxait un petit peu plus ces personnes-là, comme Rodolphe Saadé, peut-être qu'ils n'auraient pas la thune pour acheter des médias et faire la propagande, en fait, rien que ça. C'est quand même fou. Enfin, c'est fou, c'est honteux. C'est honteux. C'est surtout ça. Salut Ribo, c'est la première fois que je parle dans ton chat, mais je me demandais si tu pourrais potentiellement faire une chronique régulière de l'état des grèves en France et potentiellement à l'international. Il commence à y en avoir de plus en plus et on aurait besoin de les médiatiser pour les renforcer et peut-être convaincre le plus possible de gens. Ah merde, le chat a. Attends. Le plus possible de gens à se mettre en grève. C'est notre arme la plus efficace et la moins dangereuse face à la répression violente de l'État. Le bisou. Bisous à toi, Mr. Willon. Merci pour ton intervention. J'essaye de le faire un petit peu, mais là, j'ai pas trop prévu de le faire aujourd'hui. Là, en vrai, je suis débordé de fou. Mais généralement, quand il y a un mouvement social, des grèves, des manifestations, j'en parle pendant le live. Peut-être que je le fais pas assez, que je devrais plus axer là-dessus, mais voilà. D'ailleurs, là, il y a une grève le 2 septembre sur proposition de l'intersyndicale, etc., etc. Jeudi, normalement, j'y irai. Normalement, je stream le jeudi matin, mais je streamerai peut-être à un autre moment. Peut-être que je streamerai le vendredi, plutôt à la place. Mais en tout cas, oui. Le 2 octobre, pardon, j'ai confondu. Le 2 octobre, jeudi 2 octobre, il y a une grève interprofessionnelle nationale proposée par l'intersyndicale dans le cadre de la séquence qui a commencé le 10 septembre. Il y a eu 10 septembre, 18 septembre, et là on arrive sur le 2 octobre. Il faut que le mouvement social vive le plus vivement possible en attendant l'inévitable censure de Le Cornu, parce que si Le Cornu il se fait censurer à un moment où le mouvement social est au plus fort et qu'il y a des grosses grèves et des grosses manifs partout en France sur fond de dégagisme macronien, moi c'est ce que je souhaite en tout cas. Bref, allez on va reprendre. Mais oui, jeudi, tous dans la rue, sur les cortèges, n'hésitez pas à vous mettre en grève, hein. C'est un droit constitutionnel, votre patron il peut rien vous dire. Voilà. Si choisi. Ah, je le connais, vous savez qui c'est lui? C'est qui c'est? Moi je sais qui c'est. C'est François Bonnet. C'est un des cofondateurs de Mediapart avec Edoui Plenel, et donc un journaliste d'investigation. Voilà. D'investir massivement dans la presse, de racheter BFM TV et RMC, c'est bien évidemment dans une relation très particulière avec le pouvoir. Rodolphe Saadé chercherait-il à avoir prise sur l'Élysée, un peu comme Vincent Bolloré? C'est le maximum de l'influence qu'on puisse s'offrir en France, BFM et RMC. Oui, ouais. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que racheter un média national pour influencer les Français? Je vois pas ce que tu peux faire beaucoup de plus, quoi. Oui, je pense que oui. Je le regarde. TF1, oui, alors peut-être pas BFM, il y a d'autres plus gros groupes, mais racheter une chaîne de la TNT avec des millions de téléspectateurs mensuels, journaliers, oui, on rachetait plusieurs, c'est vrai. Mais BFM, c'est un gros morceau quand même. Pas comme une influence, je regarde comme une activité qu'on peut développer, et c'est là où moi j'interviens en tant que nouvel actionnaire en leur donnant des moyens à BFM pour pouvoir grandir, se développer à l'international et être encore plus rentable qu'aujourd'hui. Pourquoi il y a eu des grèves dans la rédaction de la société de journalistes de BFM au moment où Rodolphe Saadé a acheté BFM TV et RMC? Parce que les journalistes de la rédaction de BFM... Alors, faut savoir que dans les rédactions, parfois, t'as des mecs et des meufs qui ont fait des études de journalisme qui sont pas des mauvais bougres. Hein. Ils sont pas là en mode « je vais devenir un chien de garde du système et des médias dominants, car j'adore Macron ». Ils se sont dit « ouais, je vais être journaliste, ils ont un poste à BFM ». C'est les petits travailleurs, quoi, les petites mains des rédactions, y compris BFM et compagnie. Il y en a qui essayent de faire un travail journaliste à peu près honnête, quoi. Mais c'est vraiment les petites mains, c'est pas les stars et tout.
Et parmi ces petites mains, il y en a plein qui ont vu d'un très mauvais œil le rachat par Rodolphe Sadé en ayant peur déjà d'éventuelles restructurations et surtout d'influence sur la ligne éditoriale de BFM, quoi. Donc il y a eu des grèves de journalistes au moment où il a racheté, donc comme quoi. Aïe aïe aïe. À la Provence aussi, il y a eu des gros mouvements contre lui. Ok, j'avais entendu parler sur BFM, la Provence un peu moins, mais ouais, bizarre. C'est pour le bien des salariés et des journalistes, ça leur donne plus de moyens. Pourquoi ils se mettent en grève alors? Ce serait bien qu'arrêter de se foutre de notre gueule 5 minutes, Rodolphe. Merci, Rodolphe Saadé. Je vous en prie. Et merci Sonia De Villers, 7h59. Mais lors d'une réunion à BFM TV, convoquée quelques semaines auparavant, loin des caméras, le nouveau propriétaire de la chaîne s'était montré moins langue de bois en réponse à la question d'un journaliste. Et si demain il y a un scandale à la CMA-CGM et que ça fait la une de nos antennes, vous réagissez comment? Pas bien. Bah oui. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire. Je considère qu'à un moment donné, il ne faut pas cacher l'info. Mais de là, depuis que je suis propriétaire de la Provence, chaque fois qu'il y a une information sur CMA-CGM, elle est en tout petit. Et des fois, je me dis, j'ai mis autant d'argent pour avoir que des petits encarts dès que ça concerne CMA-CGM, c'est un peu dommage. Je vous prends un exemple extrême, mais je n'interviens pas. Ils veulent faire comme ça, c'est leur choix. Mais je considérerais que c'est très agressif de la part d'un des médias qui appartient au groupe d'avoir une attitude agressive vis-à-vis de son actionnaire. Que l'information, on la relate, j'ai pas de problème, et c'est normal qu'elle soit relatée dans la presse ou dans un média audiovisuel, mais il y a manière et manière. Waouh! C'est rare d'entendre des propriétaires de journaux, dire ça tel quel, quoi. Alors il a un peu enrobé son discours de dire non, l'info elle doit être disponible, c'est normal, mais j'aimerais bien qu'elle soit le moins disponible possible, et puis c'est normal en même temps, je suis votre propriétaire. Enfin, ouais, il est direct, hein. Ah, là-dessus, il est dans le plus grand des calmes, il lâche ça, quoi. Waouh! Bon, il a une certaine honnêteté intellectuelle, on peut pas lui enlever, mais c'est grave quand même, genre, qu'il dit ça en toute détente. Enfin, je veux dire, souvent on est habitué à ce que les milliardaires et les droitards et ceux qui nous gouvernent, etc., avancent un peu cachés et des éléments de langage bien préparés, et puis ils disent non, c'est plus compliqué que ça, vous comprenez pas bien, vous êtes caricaturaux les gauchistes. Ils aiment bien avancer comme ça, hein, les droitards et les milliardaires, c'est vraiment leur strate. Et là, d'avoir directement Rodolphe Sadé, qui a la boîte qui a fait le plus de bénéfices en 2022 de tout le CAC 40, qui a profité de ses bénéfices parce qu'en plus il payait pas ses impôts, pour acheter des médias dont BFM TV, l'entendre dire tel quel, oh bah non, les infos, si jamais ça parle de CMA-CGM et de ma boîte, j'aimerais qu'ils soient les moins visibles possibles. L'entendre tel quel, dire ça honnêtement, c'est fou quand même. C'est fou. Ça montre bien à quel point on vit dans un monde de cons, quoi. Cette formule de Rodolphe Saadé, de nature à encourager l'autocensure, a fait marrer l'un des journalistes présents. C'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant. Mais après, je pense que c'est la définition même de tous les principaux médias aujourd'hui, quoi. Et oui. Et voilà, c'est une expression assez connue qu'on s'en salaisse que quand on tire dessus. On sait très bien que, par exemple, le terme génocide, on sait qu'on ne peut pas l'utiliser, vous voyez, sans même qu'on nous le dise. Mais en fait, c'est tellement désapprouvé par ce qu'on peut voir sur notre propre antenne qu'en fait, on va se faire reprendre. Et du coup, on ne le dit pas, quoi. Tous les gens à différents niveaux de la hiérarchie ont bien intégré ce qui était possible et ce qui n'était pas possible de faire. Il est vraiment bien ce sujet, hein. De toute façon, Off Investigation là-dessus, carré de fou, hein. C'est littéralement ce qu'ils font, hein. Des trucs d'investigation qui reviennent parfois sur des trucs un petit peu vieux, hein. Ils étaient revenus sur Alexis Colère, ça commence à dater un petit peu. Là, ils reviennent sur Rodolphe Sadé, on parle d'événements qui étaient en 2022. Mais pour revenir sur des affaires comme ça et montrer en 15 minutes avec une vidéo toute simple à regarder, c'est pas une enquête de 12 000 pages dans Mediapart, montrer la dinguerie et la zinzinerie que c'est les milliardaires qui achètent des médias ou d'autres affaires comme ça, franchement, waouh, la vidéo est d'utilité publique, quoi. Quand tu vois ça, t'es en mode genre, si tu montrais ça à tout le monde, on verrait le niveau du foutage de gueule, quoi. Ah là là, c'est chaud, hein. Donc l'État a payé Sadé pour qu'il rachète la presse. Bah c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein. Et oui, précis que ça soit le génocide le premier exemple qui prend, effectivement. Parce que là, c'est un truc où ça s'est vu, quoi. Qu'il y avait une forme d'autocensure de la part des journalistes sur certaines chaînes de télé et de radio, enfin quasiment toutes en réalité. Et comme par hasard, c'est des chaînes qui appartiennent à des milliardaires qui ont des intérêts économiques, y compris à faire du business avec Israël. Mais attends, pourquoi CMA-CGM n'a pas payé les 25% d'impôts sur les sociétés? Personne n'a tilté à Bercy. C'est à cause d'une niche fiscale qui leur permet, en qualité d'armateur, de pas payer leurs impôts. C'est un truc qui avait été mis en place sous Chirac par un espèce de gros droitard qui, après sous Chirac avoir mis en place ce truc, a été pantouflé directement chez CMA-CGM à bosser pour eux.
C'est des techniques de mafioso, quoi. C'est des techniques de rapprochement entre l'État directement français et des immenses boîtes qui font des milliards de bénéfices pour vesquiller l'impôt. Et les mecs qui mettent en place ces lois-là, ils se barrent du gouvernement et hop là, après ils se retrouvent à bosser pour la boîte qu'ils ont favorisée. Enfin, c'est des mafiosos, encore une fois. À BFM TV, peut-être. Mais à la Provence, le quotidien marseillais racheté par Saadé en 2022, les journalistes vont se montrer nettement plus rebelles. Ok. J'ai parlé de BFM tout à l'heure, c'était peut-être plus à la Provence qu'il y a eu des grèves et tout. Mais à BFM, je sais qu'il y avait, au moment de l'annonce du rachat par Rodolphe Sadé, peut-être qu'il n'était pas encore là, il y avait eu en tout cas une partie je pense que c'était la société de journalistes de BFM, qui avait pris position pour dire attention. Voilà. Mais à la Provence, ça a été encore plus loin que ça. Ouais. Le jour même où Saadé était à BFM TV, Emmanuel Macron se déplaçait à Marseille. Dans le quartier de la Castellane, gangréné par le trafic de drogue, le président va montrer les muscles devant les caméras. Tout va bien, tout se passe bien. Tout se passe parfaitement bien. Ce qu'on a voulu faire, c'est ce que j'ai annoncé le 16 janvier dernier, c'est maintenant systématiser des opérations place nette où on concentre beaucoup de moyens pour avoir des résultats supplémentaires ou aller au bout de ce travail. Il était super bien ce petit bout de discours. Les quartiers nord de Marseille, je les ai bien nettoyés toute la racaille, pas vrai hein? Franchement, c'était super. Ça, c'était à l'époque où j'avais encore un peu plus de 17% de cote de popularité. C'était pas mal du tout. Je m'en rappelle avec presque une petite larmichette à l'œil. Regardez, il y a Eric derrière moi, Dupond-Moretti. Il était super, il me manque. Hein. Il me manque beaucoup. Allez, on reprend. Le lendemain, le directeur de la rédaction de la Provence, Aurélien Viers, valide cette une frappante. Il est parti et nous, on est toujours là. Hein. Selon ce chercheur spécialiste de la délinquance, cette une était pertinente car les coups de com' politiques n'ont jamais été efficaces contre le narcotrafic. Tous les présidents et tous les ministres de l'Intérieur, depuis Sarkozy et même avant, ont tous été à Marseille, ont tous été dans les mêmes quartiers, se sont tous fait filmer avec des kalachnikovs, des liasses de billets, et des saisies de drogue, et ils ont tous dit leur détermination absolue à gagner la guerre. Voilà. Donc en fait, on a surtout une indignation morale. Comme on ne peut rien faire, l'idée c'est que on va dire que c'est absolument insupportable. Et ça, c'est la stratégie de communication qui est celle de M. Darmanin, mais qui était celle de ses prédécesseurs. Et pour le trafic de drogue, c'est intéressant aussi de voir que les approches style opération XXL, où là on fait 150 interpellations en une fois, en fait... Les opérations place nette, c'est comme ça que ça s'appelait sous Darmanin. À l'époque, il était encore ministre de l'Intérieur. Maintenant, il est ministre de la Justice démissionnaire. Mais oui. En gros, genre... Ces quartiers les plus défavorisés, où la vie est la plus rude, où c'est les Français qui sont le plus en bas de l'échelle sociale, parce que c'est des ghettos avec tous les pauvres issus de l'immigration, pas que issus de l'immigration, mais beaucoup mis dans les mêmes quartiers, quoi. Enfin, voilà, je ne vais pas vous expliquer tout ça, vous connaissez très bien. Déjà, l'État les abandonne, premièrement. Et deuxièmement, le seul moment où l'État et les politiciens de plus haut rang viennent pour soi-disant s'en occuper, c'est juste pour utiliser ça et faire de la com à des visées purement politiciennes, électoralistes, quoi. C'est moche quand tu réfléchis bien, c'est d'une laideur, tout ça. Aïe. Trafic reprend immédiatement. Donc ce ne sont pas des méthodes qui sont efficaces. Et voilà, c'est un peu ce que sous-entendait la Provence. Mais du coup, cette une aurait fortement déplu à l'Élysée. Oui, exactement, c'est comme dans The Wire pour ceux qui ont regardé. Dans The Wire, notamment la saison 1, il y a toute une enquête. Bon, spoiler, mais c'est une vieille série. De toute façon, il y a 5 saisons. À la fin, dans la saison 1, il y a toute une enquête avec des écoutes qui sont mises en place. The Wire, c'est-à-dire le câble, c'est en gros, c'est mettre sous écoute quelqu'un. Avec un espèce de câble. Et donc il y a toute une enquête qui a été faite, et à un moment donné, il y a le politique qui s'en empare, et comme genre, attends, mais elle a bien avancé votre enquête. Vas-y, on va arrêter l'enquête là. Là, vous me faites une opération, vous allez chercher la cam, vous mettez tout ça sur une table, vous me trouvez des armes, de la drogue, vous mettez tout sur une table, vous prenez des belles photos, et puis comme ça, moi derrière, je tirerai des dividendes de ça, politique. Et du coup, tous les enquêteurs, ils sont en mode genre, on aurait pu aller tellement plus loin, on aurait pu remonter la trace de l'argent pour aller voir qui commanditait tous ces trucs de trafic et qui profite du crime à la fin. Et en fait, il y a des politiciens qui arrivent et qui sont « Non, on va s'arrêter là, c'est très bien. Vous avez moyen de retrouver 1 kilo d'héroïne et 3 kalachnikovs. Ok, on va aller tout chercher, on fait une grosse opération musclée et on prend des photos. » Et ça s'arrête là, et du coup, ils peuvent pas finir leur enquête. Voilà, désolé, c'est un spoil de la saison 1 de The Wire. Il y a plein d'autres saisons, je suis resté très très vague, mais c'est un des grands thèmes de toute façon de The Wire, en mode ceux qui veulent faire de la real police, au sens où il y a des trafiquants qui butent des gens tous les jours dans les quartiers chauds de Baltimore. Donc il y a Jimmy McNulty, un flic, mais lui qui veut faire de la real police et pas juste faire des trucs de merde de communication comme ça.
C'est tout le principe de la série. Toute la série, il est empêché par tout un tas de connards qui viennent pour essayer de profiter de la situation et faire avancer leur petite carrière au lieu d'essayer de profiter à l'intérêt général, quoi. Et donc tu suis un espèce d'enquêteur. C'est un enquêteur de la police criminelle, hein, c'est pas un flic à la con. Et donc tu suis ce policier qui est en mode c'est de la merde, on peut pas faire du vrai travail d'enquêteur à cause de tous ces mange-merde, quoi. Et ouais, quand tu regardes The Wire, là, les trucs avec les quartiers nord de Marseille, les éléments de communication de Darmanin, t'as tout là-dedans, c'est la même chose. Si vous n'avez jamais vu The Wire, je vous invite à aller regarder la série. C'est trop bien. Si vous êtes des gauchistes ou que vous aimez bien la sociologie, ce genre de choses, la série est incroyable. Moi, personnellement, c'est ma série préférée. C'est pas très original de dire ça quand on est un gauchiste, mais c'est vrai. C'est vrai. Shit. Et oui, tout à fait. Ah, j'étais sûr que vous parliez de cette série. Évidemment, mais The Wire, c'est trop bien. Et David Simon a fait une autre série qui s'appelle The Deuce, que j'ai regardé aussi, qui est exceptionnelle. La série a trop vieilli. Ça fait un peu vieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cliffhangers à la fin de chaque épisode, le rythme est parfois un peu plus lent. Moi, ça m'a pris quelques épisodes à rentrer dedans, mais au bout de 4-5 épisodes, j'étais dedans et incroyable. Incroyable. Et Trémé aussi, tout à fait. Que ça, j'ai pas vu. Mais apparemment, c'est super aussi. Selon Blast, le président en personne aurait appelé Rodolphe Saadé pour s'en plaindre. Du coup, le directeur de publication de la Provence, Gabriel Darcourt, aurait été convoqué au siège de la CMA-CGM pour s'expliquer. Cette représentante syndicale va nous raconter l'incident. On avait un comité social extraordinaire, enfin un comité d'entreprise le lendemain. Donc avec mes collègues, on entend dire que notre directeur général, Gabriel Darcourt, aurait été convoqué à la tour pour s'expliquer sur cette une. Elle est impressionnante cette tour CMA-CGM. C'est où du coup, j'ai pas suivi? C'est à Marseille? Elle est où cette tour? Elle a des jolies courbes, hein. Moi j'aime un peu bien. J'ai pas suivi. C'est au Havre? À Marseille? Je sais plus. Oui, c'est à Marseille. À Massilia, d'accord. La tour, c'est ce qu'on appelle le bâtiment de Rodolphe Saadé, la tour de la CMA-CGM. Donc on monte voir notre directeur à l'issue de ce CSE pour... En plus, c'est tellement sur la symbolique, en mode genre, le plus grand gratte-ciel de Marseille m'appartient, et mon bureau est tout en haut. Auquel Lex Luthor? Ça va? Tu as tué Superman aussi? Oh! Lui demander s'il a vraiment été convoqué pour... La nuit, on voit l'œil de Sauron au-dessus, mais j'avoue, c'est ça. le toit, là, la petite courbure au niveau du toit, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'œil de Sauron juste au-dessus, c'est ça. Hein. C'est Barad-dûr, en Mordor. Barad-dûr, c'est le nom de la tour de Sauron. Barad-dûr. À côté de la montagne du destin. C'est quoi déjà le nom de la crevasse du destin dans la première traduction? Oroduin. Non loin d'Oroduin, la montagne du destin se dresse Barad-dûr. La demeure de Sauron. Pour lui demander s'il a vraiment été convoqué pour... Non, pas Baladur, Barad-dûr. Ça s'écrit comme ça. Barad-dur. C'est du Sindarin. Vous connaissez pas le Sindarin? Je parle couramment Quenya. Bon, j'arrête. Les mines de la Moria. Mais quand on regarde, en français, ils disent la Moria, quoi. Ils en gardent des trucs comme ça. Ils prononcent comme ça dans la VF, dans Le Seigneur des Anneaux. Mais quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux en VO, les noms propres, ils les prononcent un peu comme ça. Ils disent Mordor. Voilà, ils font avec l'accent. Ce chou-fin, ça existait bien avant les chou-fins, Le Seigneur des Anneaux. Vous saviez que Black Sabbath, en 1970, déjà, ils faisaient des morceaux qui étaient des refs au Seigneur des Anneaux. Les films n'étaient même pas sortis. Hein. On parle de 1970. Non, moi je suis un amateur de Tolkien originel. Je suis amateur de Tolkien parce que même mon père est un passionné de Tolkien qui a lu tout Tolkien. Vraiment, il a adoré ça pendant toute sa jeunesse. Ça n'existait pas les chou-fins à l'époque, il est né en 1960. Voilà. Pas avoir été convoqué, mais il nous dit pas non plus, non, j'ai pas été convoqué. Du coup, j'ai décroché là. Vous avez parlé de Barad-dûr. Chou-fin de père en fils. Bon, je vais rembobiner, j'ai loupé ce qu'elle disait, oui, donc la tour de Barad-dûr, ouais. S'il a vraiment été convoqué pour l'histoire, donc il ne nous confirme pas avoir été convoqué, mais il nous dit pas non plus, non, j'ai pas été convoqué. Le fait est que... C'est pas clair. Non, j'ai pas le droit de dire qu'il m'a convoqué, sinon je me prends une balle dans la tête. Mais non, il m'a pas convoqué, mais bon, j'ai été convoqué, mais je peux pas... mais en vrai, il m'a pas convoqué. Non, on oublie, j'ai pas envie d'en parler. Venez, j'en parle pas. C'est vraiment ça, cette histoire, quoi. Aïe. Le lendemain, le directeur en question va se confondre en excuses à la une du journal. La une de la Provence de jeudi a ému beaucoup d'entre vous.
En effet, la citation en une et la photo d'illustration qui l'accompagnait ont pu laisser croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidés à narguer l'autorité publique. Wow, c'est quoi ça? Complaisamment des trafiquants de drogue. En plus, genre, encore une fois, quand t'as vu un peu The Wire, ou même n'importe quoi ça, n'importe quoi, des trucs comme ça, quoi. Il est parti et nous on est toujours là, c'est en mode il est venu faire sa com, rien ne change, la vie au quartier n'évolue pas, c'est la merde ici, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et là, ça devient, nous avons donné consensuellement la parole à des trafiquants de drogue, qui défendent la drogue. Je dis non à la drogue, vive Gérald Darmanin. Ah là là, elle était très bien cette une. Ça montre justement, en une photo, une citation, un peu, c'est quoi la vie dans ces quartiers-là, quoi. Il était d'abord des politiciens qui s'enchaînent pour aller faire leur com de merde. Ça ne change rien à rien, quoi. Elle était très bien cette une, au contraire. Ah, c'est moche, hein. Ce qui ne reflète en rien les valeurs et la ligne éditoriale de votre journal. Nous avons induit en erreur nos lecteurs et la Provence leur présente ses plus profondes excuses. Ce qui va intriguer la rédaction, c'est la phrase « La une a ému beaucoup d'entre vous ». Car en réalité... Mais qui a été ému en vrai? Est-ce qu'il y a eu des courriers du lecteur qu'on fait « Je n'ai pas beaucoup apprécié votre couverture de la Provence. Votre une m'a choqué. Car vous m'avez donné l'impression que vous donniez complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidés à narguer l'autorité publique. En tant que lecteur de la Provence, je vous annonce me désabonner. » Je suis pas sûr qu'ils aient reçu beaucoup de lettres comme ça, hein. Oui, c'est certainement Rodolphe Sadé qui a dit « C'est quoi ça là? Vous faites les gauchistes là? Non, pas de ça chez moi. Là c'est de l'anti-macronisme, j'appelle ça. Je dois tout à Macron. Alors vous allez arrêter. » Aucun lecteur ne s'était plaint. Ouais, voilà. On a un système au sein de l'entreprise qui permet à chaque lecteur de pouvoir rebondir personnellement sur chaque article et d'interpeller le journaliste. Et on n'a absolument eu aucune remarque, aucune plainte, aucun coup de fil, aucun écrit, rien au sujet de cette une. Notre syndicaliste interpelle alors le big boss de la branche média de CMA-CGM, Jean-Christophe Tortora. C'est Off Investigation, grave une vibe confus de gauche puant, ce média, je trouve. Ah ouais, Funk Wizard? C'est qu'il y a un peu de clickbait par moment parce que c'est une chaîne YouTube, mais non, Off Investigation ils sont carrés, hein. Ils étaient au village des médias indépendants de l'Ummage, j'ai un peu discuté avec eux d'ailleurs. C'est juste qu'il y a beaucoup de miniatures en mode genre Macron, encore un scandale autour de Macron, c'est les scandales de Macron, regardez, scandale, mensonge et scandale, mais c'est archi carré ce qu'ils font sinon en vrai, hein. C'est juste que c'est du format YouTube et à un moment donné il faut bien faire cliquer le chaland, cliquer le badaud. Même Off Investigation, on peut pas. Bah oui, alors je peux pas lire Mediapart parce que c'est des sionistes. Je peux pas regarder Off Investigation parce que c'est des confus. Oh là là. Oui, c'est grave bien. Off, ils ont fait tout un tas de vidéos avec Lumi, archi carré, ça fait longtemps qu'ils sont là. Après, je vois peut-être ce que tu veux dire sur l'imagerie quand tu regardes les miniatures. Mais bon, il y avait une fois où j'étais en mode genre. Ouais. En regardant une vidéo de Off, ils avaient fait tout un truc sur Brigitte Macron. En prenant l'angle du grooming un peu et du scandale de pédocriminalité, mais ils avaient tourné ça d'une manière, on sentait que c'était un peu pour rendre le truc spectaculaire et un peu clickbait, mais le contenu de la vidéo était très bien en fait, donc on s'en fiche. Voilà, c'était juste la miniature était un peu putaclic. Bon, j'ai rien d'autre à leur reprocher éventuellement, et dans tous les cas le travail qu'ils font d'investigation et de vulgarisation de ces questions-là aussi, hein, il est super bien. Donc je demande à Jean-Christophe Tortora qui a appelé, qui s'est fait remarquer au sujet de la une. Et il nous explique que, très naturellement, ce sont des gens de la Castellane, des habitants de la Castellane, qui l'ont appelé lui directement, le patron de Why Not Media. Donc moi, je suis contente de savoir que des habitants de la Castellane ont le 06 de Jean-Christophe Tortora, parce que moi, je ne l'ai toujours pas. Oh, le niveau de foutage de gueule. Non, c'est des habitants de la cité, là. Là, 2-3 lascars qui traînaient qui m'ont dit non, c'est pas possible ça. Ils m'ont appelé, j'ai leur 06. Ils se foutent de la gueule du monde, hein. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Ah ouais, non, c'est grave, c'est grave. En clair, les journalistes ne croient pas un instant que des habitants des quartiers nord de Marseille se soient plaints de leur une. Là-dessus, coup de théâtre, ils apprennent qu'Aurélien Viers, leur directeur de la rédaction qui avait validé la une sur Macron, est viré. Alors là, la soundboard de Chouffin. Moi, Chouffin. Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis Chouffin. Rien que la semaine dernière, j'ai écouté Nino. Allez, hop là, c'est pas un truc de Chouffin, Nino. Voilà.
Moi j'écoute du rap avec de l'autotune et je trouve que l'autotune ça a été un apport à la musique hip-hop incroyable, car vraiment il y a un avant et un après l'autotune. Et à partir du moment où l'outil a commencé à être maîtrisé, ça a révolutionné le rap à jamais pour le rendre un peu moins ringardos, ce qui commençait à le devenir pendant les années 2000. Est-ce qu'un Choufin dirait ça? Est-ce qu'un Choufin dirait ça? Je vous laisse méditer. Est-ce qu'un Choufin connaîtrait les paroles du Mondourien de PNL par cœur? Je crois pas, non. Je crois pas. Je suis estomaquée, honnêtement, je tombe... Prouveur, mais... Oh, c'est pour la blague Un Choufin performatif. Eh, vous me cassez les couilles. Allez, ciao. Ça va, non plus le grand détournement, c'est un classique. C'est pas du tout un truc de Choufin. J'hallucine. C'est la première fois, en fait, c'est la première fois qu'il y a une telle ingérence, oui, complètement. Et en plus, qu'il y avait des conséquences graves, quoi, de renvoyer quelqu'un. Ça portait atteinte à notre crédibilité. Il y a beaucoup de jeunes journalistes à la rédaction qui pourraient être tentés de s'auto-censurer. Donc la rédaction, très naturellement, s'est mise en grève pendant 4 jours pour soutenir son directeur de la rédaction. Ok. Et au bout c'est de quoi ces un Choufin? Oh, longue histoire. Faut que je mette une commande Choufin sur le chat pour que ça vous explique. Un Choufin, c'est un espèce de geek millénial qui a là une trentaine d'années et qui a pas trop de personnalité, qui est en mode genre ma personnalité, boire de la bonne bière comme la chouffe et puis Camelot. Une espèce de geek normie, un peu sans personnalité, un peu cringeos, mais quand même sympathique. On est tous un peu Choufin. Si vous êtes un peu geek et que vous avez une trentaine d'années, vous êtes un peu Choufin, quoi. Voilà. C'est du nom de boire de la chouffe. Bref, peu importe. Autre jour, les salariés Mais oui, obtiennent quand même, parce que là, bon, on parle du Seigneur des Anneaux et des Chouffins, etc., etc. C'est rigolo, hein, c'est Twitch, c'est très bien, j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'on peut quand même rappeler la dinguerie qui s'est passée, quoi? C'est quoi? C'est le directeur de la publication qui s'est fait virer, c'est ça? Directement, parce que la une était un peu trop, pas assez macrono-compatible. Et après, il y a eu 4 jours de grève. Et Rodolphe Sadé, il arrive en mode genre, non, moi je fais ça pour la rédaction avant tout. Je fais ça pour l'info. Aïe, 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 aïe. Non mais vraiment, hein, genre, d'où c'est légal seulement de faire ça, en fait, quoi. D'où il n'y a pas des lois pour sacraliser un peu la liberté d'expression dans la presse, quoi. Bon. Alors après, c'est pas pour rien que le niveau médiatique général est aussi nul à chier, quoi. Qu'il y a de la propagande en permanence et qu'on laisse faire ça pour des raisons purement économiques, quoi. Qui tient le pays? L'État, la démocratie ou les milliardaires? Moi, je vous le dis, c'est les milliardaires qui tiennent le pays. Il y en a marre, révolution! la réintégration de leur directeur. Et Saadé sera obligé, mais Saadé, ultra-macronien au point de prendre des mesures de sanction de son directeur. Voilà, donc c'est un univers quand même qui est très inquiétant. Si BFM TV, RMC, La Tribune et La Provence sont désormais sous la coupe d'un milliardaire protégeant lui aussi Macron, quoi qu'il en dise, le président pactise depuis 2014 avec un troisième soutien encore plus influent, Bernard Arnault. Oh non, on m'en parlait pas de celui-là, c'est bon, hein, je suis assez fatigué. Bientôt la fin du live, là on part sur Bernard Arnault, qui possède juste entre autres les Échos, le Parisien, Radio Classique et Paris Match. Oh, une broutille, homme le plus riche de France. Oui, alors c'est pas un secret que Bernard Arnault est proche de Macron, il a directement son 06 pour le coup, il l'a déjà appelé en mode genre, Manu, tu fais quoi là? C'est quoi ta dissolution de con là? Tu veux que la gauche arrive au pouvoir? Si la gauche arrive au pouvoir, je me casse de France en fait, je te l'ai déjà dit 50 fois. Alors Macron, tu vas m'écouter, tu vas baisser les impôts, et tu vas, je sais pas, tu peux dissoudre la France Insoumise par exemple? Je te l'ai demandé 100 fois Macron, je te l'ai demandé 100 fois de dissoudre la France Insoumise. Pourquoi tu ne le fais pas? Bernard, je vais le faire. Je t'ai déjà dit 50 fois que je voulais dissoudre la France Insoumise et toute opposition de gauche. Pour toi, s'il te plaît, ne te barre pas de France. S'il te plaît, je fais tout ce que je peux. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, Bernard. Je fais tout. Pour toi, je suis à ton service. Même Rodolphe Sadé, t'as vu, j'ai fait des choses bien pour lui. J'ai réduit ses impôts. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi, Bernard? Je peux te sucer. Je te suce, s'il te plaît. Reste en France, il faut que tu crées de l'emploi, Bernard. Je suis trop heureux d'avoir cette scène Macron VTubing. Hein. C'est excellent, hein. C'est excellent. Le live vient de monter en gamme, hein, je vous le dis. Ah, si avec ça je deviens pas top 10 FR, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Hein. C'est quoi ça? C'est le nouveau VTubing du président de la République, Dreycos. Tu es un nouveau collègue streamer. Je vois que tu es partenaire Twitch. Eh bien moi aussi, je suis partenaire Twitch à présent. Ça fait 2 streamers de droite sur Twitch. Dreycos qu'on salue, bien sûr. Qu'on salue. C'est un ex-droitard, c'est pas vraiment un droitard. Mais là, la blague, j'étais obligé de la faire.
Oui, il y a une petite vibe South Park, hein, ça fait partie de mon inspiration. Dracos qu'on salue. Attends, je fais le shout-out à Dracos quand même. Oh non! C'est pas le bon Dracos. N'allez pas suivre ce Dracos là, je ne sais pas qui c'est. Je me suis trompé. J'ai oublié le underscore. Bon, ça va, la blague était valide. Pour moi, la blague était valide. Non, c'est pas toi, je me suis trompé. Bon, allez, on reprend. Le VTuber Ciotti, il y a le VTuber Ciotti, le VTuber Jean-Philippe Tanguy. On va configurer tout ça. En fait, je vous montre rapidement l'envers du décor. En gros, j'ai une petite application comme ça qui s'appelle PNG Tuber Plus. Hop là, et après, je peux choisir plusieurs profils avec plusieurs sprites et passer d'un sprite à l'autre pour faire du VTubing. Ok, après je replace en mode comme ça, et en fait tout ça va directement sur un écran vert qui est repris par OBS, et puis ça fait ça. Et puis ça fait ça grâce à OBS. Super logiciel, c'est un logiciel libre et open source. C'est pas mal du tout, mais j'aimerais le privatiser pour créer un marché et faire venir des investisseurs pour la croissance. Voilà. Donc je peux très bien faire un Jean-Philippe Tanguy, un Eric Ciotti, et à la fin... Non, les climats Dieu, c'est automatisé de manière aléatoire, c'est pas synchro avec les miens. C'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Allez, on reprend et on finit le React, c'est quasiment terminé. Mais oui, du coup, oui, Bernard Arnault. Rodolphe Sadé, vous êtes choc-barre parce que Rodolphe Sadé est fait et parce qu'il a été dit dans ce documentaire. Bon, Bernard Arnault, c'est peut-être encore pire. Après, je sais pas s'il tient d'une main de fer ou pas ses rédactions. Les Échos, il y a des trucs un peu bien parfois sur les Échos, mais c'est pas des trucs qui concernent Bernard Arnault et l'Empire LVMH en tout cas. Ça, c'est sûr. Je sais pas dans quelle mesure il est plus ou moins influent par rapport à un Rodolphe Sadé sur les rédactions des journaux qu'il possède, Bernard Arnault, mais en tout cas, il a un pouvoir d'influence et de nuisance qui est peut-être encore supérieur à celui de Sadé. Le président pactive. Merci Féichon Geffer pour le Prime. Merci beaucoup. Depuis 2014, avec un troisième soutien encore plus influent, Bernard Arnault, homme le plus riche de France. Je pourrais faire avec Mélenchon, mais j'ai pas un très bon Mélenchon en imitation. Bon, bref. Riche de France et véritable sponsor du couple présidentiel. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes... Ah, c'est vrai qu'ils font des documentaires en format long et ils posent des extraits de 15-20 minutes sur YouTube à chaque fois. J'avais oublié qu'ils faisaient ça. Bon, on n'aura pas la suite sur Bernard Arnault, mais tout ça s'inscrit dans un gros documentaire. Là, ils en ont fait juste une petite partie. Plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don. Bah ouais, soutenez les médias indépendants. Vous m'avez bien soutenu aujourd'hui. Il y a eu un beau train de la hype. Là, on est à plus de 1000 subs. Je suis très très content. Comme ça, on finit le mois à 1000 subs. C'est super. Mais soutenez les médias indépendants divers et variés. Et pas que indépendants, suivez les bons médias qui font du bon travail journalistique qui permet de s'ériger en contre-pouvoir par rapport à toutes leurs manigances comme Off Investigation, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. J'ai une amie qui travaille aux Échos, ça a l'air assez chill. Je sais pas, après, ça doit dépendre. Ça doit dépendre. Je sais pas trop. Bon, bref, en tout cas. Hop là. Bah, c'est la fin de ce React. C'était bien. En conclusion, qu'est-ce que je dirais? Macron démission. Et Rodolphe Sadé surtout, Rodolphe Sadé, encore un milliardaire qui rachète plein de médias. Il va falloir combien de milliardaires qui rachètent des médias, quoi? Ça va. Même Bolloré, là, il y a des rumeurs, alors je vais re-regarder, mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi Bolloré voulait racheter Le Parisien, qui est quand même un des gros quotidiens nationaux, Le Parisien. Bolloré, Le Parisien. Il y a eu une grève de 2 jours même pour ça, donc ça a l'air d'être concret. Voilà, il y a 5 jours. Inquiet d'une potentielle vente à Vincent Bolloré, les journalistes du Parisien se mettent en grève. Bon, je vais pas lire tout l'article parce que là, ça va être la fin du live. Mais genre, c'est très très grave. C'est de pire en pire ces histoires. Il y a une dégradation de la qualité de l'information et même du climat médiatique général. Et en fait, ça sort pas de nulle part, ça. C'est que des milliardaires de pire en pire sont en train d'acheter de plus en plus massivement tous les médias, quoi. Et donc, ça craint de fou. Il va racheter les UGC Bolloré. Il faut arrêter Bolloré. Il faut vraiment arrêter Bolloré. Là, ça devient n'importe quoi. À la fin, vraiment, il va racheter tous les médias. Il aura tous les les médias, alors que c'est vraiment un immense zinzin, un immense fasciste qui fait de ces médias des organes de propagande purs et simples, quoi. La qualité journalistique d'un CNews est quasiment nulle. C'est une chaîne d'opinion qui s'en bat les couilles de la vérité et du travail de journalisme, quoi. C'est très très grave. Donc vite, il faut des lois, des choses pour réguler un petit peu mieux les médias, parce que là c'est de pire en pire, quoi. Et en fait, toutes les informations intéressantes, tout ce qui se passe de cool dans les médias, c'est toujours des médias plus ou moins indépendants, quoi. Voilà, on a beaucoup parlé de Mediapart par rapport à l'affaire Sarkozy. Mediapart, c'est un média indépendant. Techniquement, c'est un média indépendant parce qu'ils vivent intégralement leurs abonnements, il n'y a pas de subvention. Ils s'est organisé d'une telle manière où ça n'appartient pas à un milliardaire, même si à la base, il y avait un fonds, c'était lancé. Xavier Niel a participé au lancement de Mediapart, mais en tout cas, c'est indépendant. Vous voyez. Il y en a d'autres, c'est moins indépendant. Un journal comme l'UMA, par exemple, il n'y a pas un milliardaire derrière. Mais c'est moins indépendant au sens où il y a des subventions publiques, c'est un peu plus classique, quoi.
Dans tous les cas, parmi tous les médias et les journaux qu'appartiennent directement à des milliardaires comme ça, c'est très très compliqué. C'est très 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 compliqué. Donc soutenez vos médias indépendants. Et si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis un peu un média indépendant moi-même, n'est-ce pas? Let's go! Allez, bisous.